Bonsoir à tous. Merci de vous être inscrits à la réunion de présentation des résultats annuels 2024 de BOA Concept. Jean-Lucien Rasc, président et cofondateur de BOA, va vous présenter les premiers rapports consolidés, non audités du groupe, mais aussi bien évidemment les résultats de BOA Concept. Jean-Lucien, c'est à vous. Merci Valentine. Bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Lucien Rascle, je suis le cofondateur avec Chantal Ledoux de Bois Concept et je vais vous présenter donc les résultats de 2024 et puis parler un peu des perspectives 2025, enfin dans la mesure où on peut faire des prévisions. Donc, je vais partager une présentation, j'espère pas trop indigeste. Donc, Bois Concept. Et donc, comme vous le voyez sur la présentation, j'espère que tout le monde voit la présentation. Valentine, c'est bon? C'est parfait. Et pour information, cette présentation sera à l'issue du webinaire disponible sur le site de la société. Donc, comme vous le voyez sur la photo, Bois Concept, sa mission, c'est d'équiper la logistique, l'intralogistique, donc les entrepôts, pour faire de la préparation de commandes, et notamment avec notre produit initial et phare, les convoyeurs intelligents. Ah, je suis désolé, j'ai de temps en temps de petits pop-up avec des gens qui se connectent. Ça me déstabilise un peu. Pour rappeler rapidement Boa Concept, c'est une création en 2012 sur une idée de convoyeur intelligent, c'est-à-dire qui était standard, pré-câblé, et qui surtout avait de l'informatique embarquée qui permettait aux éléments de se reconnaître entre eux, et donc de ne pas avoir de programmation, de synoptique, de pouvoir très vite installer, modifier, déplacer des installations, parce que vous appuyez sur un bouton sur le serveur qui pilote tout ça, et vous avez le plan qui s'affiche en automatique. Et donc, ça va très vite pour installer. 2013, donc création mi-2012. 2013, première installation chez Oscaro.com. 800 mètres de convoyeur, alors que nous n'avions rien installé. Donc, je remercie encore Oscaro.com de nous avoir fait confiance à cette époque-là. Ça a été installé en 3 mois, ce qui était le temps normal d'installation traditionnel, alors que nous étions en plein développement. En fait, ça a été un été très chaud, puisque nous avions commencé mi-juin pour un démarrage total mi-août, avec une présentation à la presse professionnelle fin août sur cette installation qui était vraiment notre première installation. Donc c'était un franc succès. Nous avons développé l'entreprise jusqu'en 2021, où nous avons fait une entrée en bourse, une première cotation, pour pouvoir capitaliser l'entreprise. Et 2022, nous avons fait l'acquisition de Roboptic et une augmentation de capital parce que on anticipait des besoins de capitaux pour pouvoir développer l'entreprise, notamment par des acquisitions d'entreprises complémentaires. 2024, nous avons fait l'acquisition de Easy System. Donc, c'est une société, Roboptic, excusez-moi, fait de la robotique et de la vision avec de l'intelligence artificielle. C'était une petite entreprise, il y avait une demi-douzaine de personnes. Et 2024, c'est une société belge que nous avons intégrée. Alors, pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller arroser le Benelux. C'est ce que nous avions annoncé dans nos prévisions de développement lors de l'introduction en bourse, en disant que nous allions faire de l'internationalisation de l'entreprise et pour cela faire des acquisitions d'entreprises quand c'était possible. 2024, donc nous allons parler un peu plus en détail. Nous avons la création de la filiale Canada. Alors, au départ, c'était une coquille vide, mais ça commence à prendre forme et j'en parlerai un peu plus dans les perspectives en fin de présentation. Donc, Boa Concept 2024, son chiffre d'affaires, c'est 13 millions. À comparer aux 16 millions, on verra ça tout à l'heure. L'année de 2024 a été compliquée pour l'ensemble, hein,
pour Easy System, pour Boa Concept et pour Roboptic, en fait, c'est la conjoncture internationale qui fait que ça a été relativement compliqué. On en parlera. 2025, fin 2024 et début 2025, je vais y arriver, sont quand même plus positifs. On en reparlera aussi. Et on espère faire de la croissance significative sur ce 2025. L'effectif du groupe, c'est 140 au total, donc 90 pour Boa Concept. Nous avons une R&D, une recherche et développement de pointe en informatique embarquée, en robotique et en vision pour faire un certain nombre d'opérations sur les entrepôts. Nous avons plus de 130 clients, 140 sites, plus de 140 sites équipés. Je ne compte pas les petits sites de Easy System installés via des partenaires, parce que là, ça devient, c'est plus significatif. Mais là, c'est vraiment des sites logistiques avec des installations. Alors, historiquement, nos contrats allaient de 10 000 euros à 10 millions d'euros. Dans les 140 sites, ce sont des sites où il y a entre 50 et 5 km de convoyeurs, avec des implantations en France, en Belgique et au Canada pour la structure de l'entreprise. Nos clients, comme vous voyez rapidement en bas, on les a distribués dans quatre catégories. Je vais parler directement de l'industrie parce que pour l'instant c'est anecdotique, avec des gens que nous avons équipés, comme Daher par exemple ou Exins. Avec l'acquisition de Easy System, il y aura une part plus importante dans l'industrie. Notre cœur de marché, c'est le e-marchand, parce que nous sommes extrêmement rapides, souples, et on peut modifier nos installations et surtout les déménager. Et donc, ça intéresse beaucoup les e-marchands, parce que comme ils ont de fortes croissances, ils ne savent pas bien si l'installation initiale va pouvoir durer sur 2 ans, ou sur 3 ans, ou 4 ans. En plus, ça les ennuie de s'équiper pour les besoins de dans 5 ans, parce que ça va être gigantesque pour des besoins pas forcément équivalents sur la première partie de l'installation. Donc, on les intéresse beaucoup. Et nous avons des gens comme SOS Accessoires, EcoSport, Daffy, Moto Blues, Brico Privé, Aromazone, et j'en oublie. La deuxième partie importante, là où aussi on est pertinent, ce sont les prestataires logistiques, parce que eux, c'est des contrats courts très souvent. C'est rare, ça dépasse rarement 3 ans. Et donc, il faut qu'ils aient la possibilité de réutiliser le matériel et de pouvoir le déménager. Et là aussi, on sait dans notre cœur de cible, avec des gens qui nous font confiance, avec Geodis, avec Kuehne+Nagel, Khatoun Nassi, et puis des gens comme Logtex, Illogic, Vinjan, Gambarota. Donc Finatech, qui est un partenaire que nous avons au Maroc, qui nous a permis de faire des installations là-bas, dont la poste marocaine. Donc là, ce sont aussi des clients très intéressants pour nous, avec, par rapport aux e-marchands, souvent la possibilité d'installer plusieurs sites. Par exemple, sur Geodis, on doit être à une dizaine de sites installés. Les autres, on a plusieurs sites aussi. Et ça nous permet aussi d'avoir des sites installés hors de France, notamment en Pologne, en Italie, en Allemagne et au Benelux, par exemple, ce qui nous permet de prendre pied dans ces pays sans créer de filiales à l'origine, puisque ce sont nos clients qui nous emmènent à l'extérieur. Troisième catégorie, là, c'est ce que j'appelle les acteurs traditionnels, sont les fabricants-distributeurs. On est moins pertinent parce qu'ils ont moins de croissance en général, moins de besoin de souplesse sur leurs installations. Mais on apporte quand même un service intéressant pour un certain nombre. Et donc, nous avons par exemple Hamelin, c'est de la papeterie. Nous avons Orexad, qui est de la fourniture industrielle.
l'outil parfait, qui est l'entreprise qui est pas très loin de chez nous d'ailleurs, puisque nous sommes installés à Saint-Étienne et eux sont à Thiers, à côté de Thiers. Donc voilà un peu l'ensemble de nos clients. Le concept, au départ, plug and play, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement. Ce sont des convoyeurs pré-câblés avec standard. Nous sommes restés très jeunes. En fait, ça ressemble à du train électrique. Vous avez des éléments droits, vous avez des courbes et vous avez des aiguillages. Et là, par rapport à un train électrique, les éléments ont de l'intelligence embarquée et se reconnaissent entre eux parce qu'ils dialoguent entre eux. Et ce qui permet de récupérer de pouvoir tracer le schéma d'installation en automatique en fonction de la façon dont ils ont été branchés, et ce qui permet d'installer très très vite sans erreur et de pouvoir modifier ces installations très rapidement. Donc ça permet aux clients de ne pas craindre de s'être mis une installation qui ne va pas être modifiée ou être modifiable à des coûts extrêmement élevés, et ça pour une durée énorme. Les installations que nous avons déménagées, je pense qu'elles sont au niveau de 3 à 4, parce que c'est pas si courant que ça. Et en fait, c'est très intéressant. Et nous avons des prestataires logistiques qui, à un moment donné, démontent des sites, stockent en partie les matériels, et on peut les réutiliser et très facilement réinstaller ce matériel. Le ROI est donc assez rapide. Et derrière, c'est des installations qui peuvent grossir en fonction de la demande. Donc, le client n'est pas obligé d'investir immédiatement pour ses besoins de dans 3 ans. Il investit pour son besoin initial. Donc, on augmente la rentabilité, on garantit la satisfaction du client avec un certain nombre d'avantages par rapport à la concurrence. Pour l'intralogistique, c'est essentiellement aller chercher des produits pour les mettre dans des cartons, dans des supports d'expédition pour les envoyer vers des clients à l'extérieur. Essentiellement, il faut donc récupérer ces produits, les mettre dans les cartons et faire bouger les cartons pour aller mettre d'autres produits dans cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que la productivité dans l'entrepôt, c'est inversement proportionnel au déplacement de l'opérateur. Donc, il faut que l'opérateur ne se déplace pas. Donc, du coup, il faut fluidifier toutes les opérations à l'intérieur, pouvoir amener les produits vers les opérateurs, amener les cartons d'expédition vers les opérateurs, et ensuite mettre les produits. L'opérateur va prendre le produit d'un côté, le mettre dans le carton pour pouvoir préparer sa commande, et ensuite le carton va vivre sa vie, être fermé, on va poser des étiquettes, peser le carton pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur et pour avoir le poids pour le transporteur, et ensuite c'est trié en fonction d'un certain nombre de critères, par exemple par transporteur, par direction, pour un certain nombre de choses. Donc il y a 4 types d'équipements à l'intérieur de l'entrepôt. C'est ce qui va permettre de former et fermer les cartons. Donc ça, c'est plutôt des choses que nous intégrons. Vous avez tout ce qui déplace les cartons, c'est-à-dire des convoyeurs et éventuellement ce que dans le jargon on appelle les AMR, c'est-à-dire ces petits robots mobiles, des petites plateformes mobiles qui vont aller bouger des cartons ou des palettes. On appelait ça des AGV pour des palettes. Troisième chose dans l'équipement, c'est le stockage automatique, ce qui va permettre d'amener le produit en automatique vers l'opérateur. Donc, on récupère le produit, on l'amène vers l'opérateur, le produit est dans des bacs, et le bac est expédié vers l'opérateur. Et à ce moment-là, l'opérateur n'a plus qu'à prendre le produit pour le mettre dans le carton. Et évidemment, l'étape suivante, et c'est pour ça que nous avions intégré Roboptic, c'est d'automatiser, parce que sinon ça fait un peu les temps modernes, d'automatiser la tâche de l'opérateur qui prend le produit pour le mettre dans un carton. Et là, nous avons des robots qui permettent de le faire avec de la vision, de l'intelligence artificielle, et ça permet de faire de la préparation en automatique. Alors à chaque fois, je réexplique qu'en fait, on a notre partie matérielle
Et on a toute la partie informatique avec Boa Drive qui permet de piloter et de visualiser en temps réel sur toute l'installation. Et les solutions, ça permet de recevoir et d'expédier, d'emballer, de préparer les commandes, de transférer et de stocker à l'intérieur de l'entrepôt. Et ce que j'explique aussi, c'est que nous sommes plutôt d'origine informatique, robotique, intelligence artificielle, et nous utilisons la mécanique forcément parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire physiquement les opérations. Et donc, on est avec Boa Drive, avec un certain nombre d'opérations pour faire l'interfaçage des équipements, piloter les opérations, notifier, détecter automatiquement les erreurs, donner des indicateurs de performance à nos clients, ce qui permet à nos clients de faire toutes les opérations à l'intérieur. Et pour terminer rapidement là-dessus, nous faisons tout, c'est-à-dire qu'on est à côté du client sur toute l'installation, c'est-à-dire qu'on aide le client à définir l'installation. On est en direction de projet, on peut intégrer des matériels complémentaires, je parlais des formeuses et des fermeuses de carton tout à l'heure, et on est sur de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec de la maintenance préventive. Donc, nous sommes un offreur de solutions complètes au niveau de l'intralogistique. Donc, on est sur l'avant-projet au quotidien pour l'avenir. Là, c'est plutôt commercial. Mais vous voyez un peu, avec ces photos, l'intérêt, c'est de voir un peu à quoi ressemble l'intérieur de l'entrepôt après nos installations. Avec notamment sur la droite, vous voyez qu'on manipule les bacs. Souvent, c'est des cartons. Et là, vous avez un meuble d'éclatement avec des lumières qui s'allument pour dire on flash un produit et ça permet de mettre le produit dans la bonne case, de faire de la préparation. Et quand tous les produits sont dans la case, ça allume de l'autre côté. Ça permet de faire l'emballage derrière sur cette installation. On a 2, 3 installations comme ça qui permettent de faire de la ramasse et ensuite de la distribution pour les commandes. Je vais passer rapidement sur ce que disent nos clients. Vous pourrez regarder dans la présentation qui sera disponible sur notre site. Il est clair que nous mettons les commentaires élogieux, c'est comme tout le monde, mais nous avons fait faire une étude en aveugle sur les clients, et en fait les résultats étaient très 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 positifs. Les résultats 2024, après la présentation dans l'entreprise, passons aux résultats de 2024. Je disais 2024 a été une année compliquée, marquée par un fort ralentissement de l'activité économique. Alors, ça s'est pas perçu, enfin, ça s'est perçu dans les dérives du budget de l'État. Je pense qu'une partie venait de là. Et nous avions mis rapidement en place des actions pour pouvoir diminuer en chiffre d'affaires l'activité sans avoir des résultats catastrophiques. 2024 donc, a été la suite de 2023, de la fin de 2023, avec un très fort ralentissement des investissements qui peuvent s'expliquer pour trois raisons. Je pense qu'il y a eu un surinvestissement après la période Covid. Donc, on a un effet rebond qui a été aggravé par une inflation forte et donc une baisse de la consommation. Et derrière, des taux d'intérêt qui étaient élevés et qui ralentissaient en fait les décisions d'investissement pour nos clients. Je peux dire aussi, rajouter un quatrième effet, c'est l'incertitude qui fait que les gens ont retardé les décisions sur cette partie d'investissement. Fin 2024, on a vu repartir les investissements parce que je pense qu'au bout de 2 ans, il y a un certain nombre d'installations qui devenaient nécessaires, ça devenait nécessaire. Et donc, 2024, on a eu un chiffre d'affaires, je crois, de l'ordre de 5 millions au premier semestre. Et donc, le deuxième semestre, puisque nous sommes à 13 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Boa Concept, ça veut dire une très forte augmentation du chiffre d'affaires sur le second semestre. Les
les points principaux 2024, acquisition, intégration d'Easy Systems, qui a été effective à partir de début mai. Donc, on a 8 mois d'intégration d'Easy Systems. Les comptes consolidés font apparaître le chiffre d'affaires sur les 12 mois, sinon, je pense qu'économiquement, ça n'a pas vraiment de signification pour pouvoir comparer d'une année sur l'autre si on avait conservé que les 8 mois. Je redis ici que pour des questions matérielles, on n'a pas pu faire auditer les comptes et donc je suis obligé de vous dire que les comptes consolidés n'ont pas été audités ni vérifiés par les commissaires aux comptes. 2024, ouverture de la filiale canadienne avec des perspectives intéressantes, nous en reparlons tout à l'heure. Les premiers projets en Côte d'Ivoire, une installation de l'ordre de 300 000 euros à côté d'Abidjan, et des projets en Allemagne et en Pologne. Accentuation de la robotique dans le domaine de la R&D. Donc vous verrez, je vous expliquerai ce qui s'est passé avec robotique et poursuite du développement des logiciels. Donc stratégie de croissance, nous avons bien travaillé sur 2024. Et j'espère que 2025 portera ses fruits à ce niveau-là. Donc, accélération de l'internationalisation, Allemagne, Côte d'Ivoire, Maroc, poursuite de l'innovation à travers de la robotique, avec le robot picking et des robots de palettisation et d'autres projets dans l'intralogistique. Notamment, on a fait une installation pour une dépose de couvercles sur des bacs. Alors, ça a l'air stupide, mais en fait, c'est complètement piloté par l'intelligence artificielle et de la vision pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de bac. Donc, chiffre d'affaires consolidé. Donc, en rouge, je reprends les notions qui veulent dire, l'information qui dit que ça n'a pas été fait l'objet d'un audit ou d'une certification au niveau des comptes consolidés, parce que ça a été fait de manière volontaire, ce n'est pas obligatoire. Par contre, les comptes sociaux de Boa Concept ont été audités par les commissaires aux comptes, donc il y a un rapport de commissaire aux comptes à ce niveau-là. Groupe, donc 2023, c'est pas significatif, donc c'était essentiellement Boa Concept. 2024, donc 22,5 millions, dont Boa Concept 13 millions. Excusez-moi, j'ai un problème d'affichage parce que j'ai des choses qui s'affichent en parallèle. Robotique 0,2, alors on a une baisse significative par rapport à 2023, mais on a de l'intra-société, l'intra-groupe, donc qui n'apparaît pas du coup parce que ça apparaît en partie dans le chiffre d'affaires Boa Concept. Et Easy System 9,3, vous voyez que ça a baissé. Ça a moins baissé que ça aurait dû parce qu'on a aussi des échanges intra-groupes à ce niveau-là. Est-ce que... voilà. Le chiffre d'affaires, donc là, c'est Boa Concept, ce qui est la partie auditée. Donc, chiffre d'affaires 13 millions à comparer aux 16 millions de 2023. Un EBITDA qui s'est écroulé parce que nous nous rapprochons, en fait, nous sommes au point mort de l'entreprise. Donc, un EBITDA à 400 000 euros par rapport à 2 millions de l'année dernière. Donc, 3%. J'espère que c'est ça. C'est pas 3%, d'ailleurs, je pense qu'il y a une erreur sur le pourcentage. Un résultat d'exploitation à moins 41 000 par rapport à 1,5 million l'année dernière, et un résultat net de 320 000, on va dire, par rapport à 1,5 million. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que nous sommes au point mort. Nous avons résisté pour un certain nombre de raisons parce que nous sommes très agiles. Et notre activité fait aussi appel à des sociétés extérieures pour l'installation et pour de l'assemblage chez nous. Notamment pour l'assemblage, nous faisons appel à des sociétés d'insertion. Et là, nous avons nettement moins fait appel à ces intervenants extérieurs et nous avons fait un maximum grâce à notre personnel. Le compte de résultat
je vous laisserai regarder en détail dans le rapport ou dans la présentation. Donc, par rapport à 2023, donc, nous avons un chiffre d'affaires de 13 millions par rapport à 16 millions. Un total des produits d'exploitation de 14 millions 500 par rapport à 17 millions, sachant que nous avons de la production immobilisée pour des développements, pour un certain nombre pour la R&D, en fait. Et nous avons de la production stockée qui s'explique aussi parce que nous travaillons à l'avancement sur les comptes, sur les différents dossiers. Les dossiers ayant souvent des délais de 6 mois, quand vous avez un dossier, vous avez 4 mois sur 2024 et 2 mois sur 2025. Donc il y a une partie qui est faite à l'avancement. Je rappelle ce que je dis tous les ans, il faut faire là-haut, nous avons une vente de marchandises, une production vendue de biens et une production vendue de services. Ce qu'il faut comparer pour moi, ce qui est significatif, c'est hors vente de marchandises. Vente de marchandises, c'est ce que j'appelle, nous, dans notre jargon, le négoce. Et c'est les choses que nous devons prendre parce que le client ne veut voir qu'une seule tête. Et nous prenons des activités annexes, par exemple des mezzanines ou des choses comme ça, ou des matériels complémentaires où nous avons des faibles marges et donc qui comptent dans cette partie. Quand vous voulez comparer d'une année sur l'autre, il est beaucoup plus intéressant de comparer la production vendue de biens et la production vendue de services pour pouvoir faire une comparaison, parce qu'on peut avoir accidentellement de grosses ventes de marchandises, parce que vous avez des mezzanines qui n'est pas du tout notre métier, ou des étagères, ou des choses comme ça. Ce que je ferai remarquer, c'est la production de services. Nous avons une augmentation de 50% entre 2023 et 2024. C'est un effort de notre côté en termes de services de maintenance, services complémentaires c'est plutôt de l'informatique avec des add-ons que nous faisons chez nos clients. Achat de marchandises, donc après c'est du classique. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que donc les charges d'exploitation sont de 14 millions par rapport à 15 millions 500, 14 millions 500 par rapport à 15 millions 500. Nous avons conservé la masse salariale, baissé légèrement la masse salariale. Ce qui s'explique en fait, parce que je disais tout à l'heure, c'est essentiellement l'appel à des intervenants extérieurs qui nous servent de moyen d'ajustement sur notre activité. Donc le résultat d'exploitation est quasiment nul, il a moins 40 000, avec des produits financiers 320 000 et des charges financières qui sont le CIR en fait. Non, c'est pas en charge financière. Non, c'est pas en charge financière. Non, c'est les charges financières. Je pense qu'on a une partie qui était sur. Jérôme, tu peux me dire? Oui, ce sont nos intérêts d'emprunt notamment, principalement. D'accord, ok. Voilà. Merci. Produits et charges financiers s'équilibrent à peu près. Donc, les produits financiers sont des placements sur des comptes à terme. Bon, on place la trésorerie disponible quand on en a. Et on en a. Mais malheureusement, les emprunts coûtent plus cher que les placements qu'on peut faire. Voilà. Donc justement, on va parler de l'actif et du passif. Je pense que ce qui est significatif sur l'actif, c'est de voir que nous avons, où suis-je? Nous avons, par rapport à 2023, nous sommes passés dans les autres participations de 300 000 à 8 millions. Les 8 millions s'expliquent par l'intégration de Easy System plus la création de la filiale au Canada, qui est anecdotique par rapport à Easy System, mais il y a un impact quand même sur cette augmentation de la participation, des participations.
En termes de compte client, nous voyons que le compte client est plus élevé que celui de 2023. C'est parce qu'en fin 2023, l'activité, nous sommes partis quasiment à zéro sur le début 2024. C'était un départ arrêté 2024, ce qui explique le chiffre d'affaires bas du premier semestre. Et donc, du coup, on avait peu de clients, peu de créances clients sur la fin 2023. Et là, nous avons une augmentation de l'activité sur la fin 2024 qui s'est prolongée sur le début 2025 et qui explique la montée du compte client. Les disponibilités sont à 6 millions 6 en fin d'année 2023 par rapport à 11 millions l'année dernière. Sachant qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 7,5 millions, je crois, à la fin en cette fin de mois. Les côtés passifs, nous sommes passés de 2,6 millions à 7,3 millions pour les emprunts. Sachant que nous avons emprunté, financé l'intégration d'Easy System par de l'emprunt. Donc tous les emprunts n'étaient pas encore faits à la fin 2024. Il y en a un qui est arrivé en début 2025. Et donc voilà pour ces aspects-là. Je répondrai aux questions tout à l'heure, donc vous inquiétez pas. Tout ça, c'est disponible évidemment dans le rapport et dans la présentation. Les dettes fournisseurs sont équivalents. Dette fiscale, même chose. Il me semblait qu'on avait des provisions, qu'il y avait provisions pour risque 55 000. Alors, pour la petite anecdote, nous avions un conflit avec l'URSSAF qui s'était divisé parce que nous avions un site à Dijon et notre siège à Saint-Étienne. Donc nous avions, pour la même raison, deux procédures en cours, une à Dijon et une à Saint-Étienne. En appel, on a perdu à Dijon et en appel, on a gagné à Lyon, c'est-à-dire à Saint-Étienne, sur le ressort de Lyon. Et c'est toujours en provision à la fin de l'année parce que l'URSSAF a mis la procédure de Lyon, fait appel à la Cour de cassation. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. C'est exactement le même sujet. Donc d'un côté, on a perdu, de l'autre côté, on a gagné. Les flux de trésorerie, je laisserai peut-être Jérôme en parler. Jérôme est notre directeur financier. Oui, bonjour à tous. Donc pour vous dire dans les grandes lignes, comme vous pouvez le voir, donc l'activité n'a ni généré ni consommé de trésorerie, hein. On est à moins 300 000 au global. L'essentiel des variations, donc de la baisse de la trésorerie de l'ordre de 4 millions qu'on voit, s'explique donc par l'augmentation des investissements dont Jean-Lucien vous parlait précédemment. On a investi à hauteur de 8 millions d'euros, majoritairement au niveau de l'acquisition des titres Easy System et de la création de notre filiale au Canada. Mais ces acquisitions d'immobilisation n'ont été financées que partiellement par des emprunts à hauteur de 5,8 millions et nous avons continué de rembourser nos emprunts existants à hauteur d'1 million. Voilà, donc on a, pour résumer les choses, investi à hauteur de 8,4 millions, emprunté à hauteur de 4,8 millions pour financer ces investissements, d'où le gap au niveau de la trésorerie que l'on retrouve. Voilà. Merci Jérôme. Très, très simplement résumé, si vous avez des questions, on pourra s'étendre sur le sujet un petit peu plus tard à la fin de la présentation. Par rapport à ces questions, vous pourrez aussi nous envoyer vos questions par mail. On répondra très volontiers. Valentine, tu as Bien évidemment. Non, Bien on évidemment. répondra bien volontiers à vos questions, pourvu que ce soit dans le domaine, ce ne soit pas des informations privilégiées, évidemment. Alors, nous allons parler un peu plus maintenant de l'avenir. 2025 se présentait bien parce que la fin 2024 a eu une forte accélération des prises de commandes. Le premier trimestre était intéressant aussi.
Malheureusement, le contexte international avec un nouveau président des États-Unis et quelques plaisanteries autour des droits de douane font que le climat devient plus incertain et donc on est prudent sur le second semestre 2025. Mais en fonction de ce que nous avons à l'heure actuelle, on peut envisager une croissance, néanmoins une croissance à 2 chiffres sur 2025 pour l'ensemble du groupe. Et je pense que le premier chiffre ne sera pas forcément un 1. Donc ça, c'est pour le côté positif. Alors, pourquoi cette croissance? Je pense que les marchés nationaux vont pas croître de façon... en France, j'ai pas l'impression que ça va être une croissance phénoménale. Par contre, comme nous avons mis le cap à l'international avec l'acquisition d'Easy System et la filiale au Canada, on a des relais de croissance importants, et surtout au Canada où on a des premières pistes intéressantes. Acquisition d'Easy System pour une présentation en Belgique et aux Pays-Bas avec un réseau de partenaires à l'international. Chiffre d'affaires 2024, 9 millions 3, 45 personnes avec 3 sites. Alors, l'acquisition d'Easy System nous permet d'être présents au Benelux avec des gens, parce que là, vous voyez que les 3 sites sont plutôt côté Flandre, donc avec des Flamands, avec des gens qui sont plutôt, j'oublie le terme, mais qui discutent dans la même langue que les Hollandais, avec toute la zone logistique très forte autour d'Anvers. Et donc, c'était une opportunité. Et cette opportunité, d'ailleurs, nous a permis de signer un contrat beaucoup plus facilement en Belgique sur le deuxième semestre 2024, qui est à côté d'Anvers pour un prestataire logistique. Et donc, ça nous a aidés pour faire ça. Et je pense que cette année, on a un certain nombre d'offres qui sont portées par Easy System pour Boa Concept. Et inversement, on aide Easy System à avoir une crédibilité pour des contrats importants. Nous avons des contrats à plusieurs millions un contrat à plusieurs millions qui est en cours de discussion et nous avons apporté la structure financière pour pouvoir supporter ce type de contrat à Easy System. Donc vous voyez que Easy System, c'est un développement stratégique pour nous. Excusez-moi. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que c'est la présence au Benelux avec une forte implantation logistique dans les environs d'Anvers, évidemment. Easy System a aussi une partie de son chiffre d'affaires qui se fait dans l'industrie, donc un métier un peu différent de ce que nous faisons, et ce qui va nous permettre d'être un peu moins sensible aux à-coups dans les investissements logistiques et nous ouvrir d'autres marchés. Et d'autre part, ça va nous permettre d'avoir des produits complémentaires parce qu'ils ont des produits que nous n'avons pas, notamment des tapis ou des choses comme ça, que nous intégrons, que nous avons déjà intégrés sur 2024 et qui nous permettent de répondre plus facilement à des appels d'offres sur les installations. Donc voilà la stratégie. Alors, pour être moins positif, ça a été plus compliqué l'intégration, c'est une intégration d'entreprise, ça a été plus compliqué que nous le pensions. Et nous avons mis en place, et là je pourrais répondre aux questions là-dessus, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour que Easy System soit rentable, parce qu'elles n'ont pas été rentables en 2024, soit rentable en 2025. Ils sont au-dessus du point mort, on a abaissé le point mort, et on est en train d'augmenter le chiffre d'affaires d'Easy System, et on est en train de mettre en place des synergies, notamment au niveau des achats, parce qu'ils n'étaient pas très bons à ce niveau-là, et nous avons un objectif de d'augmenter la marge brute de 5% minimum sur 2025.
Ceci dit, pour être beaucoup plus positif, Easy System, c'est quand même des gens qui nous apportent des contacts avec des entreprises qui sont importantes, notamment ABB Logistique, Robotics, pardon, avec des installations importantes, avec des gens comme Bpost, donc un certain nombre de, je vous laisse voir un peu, là, Blackman, notamment nous avons des contrats Blackman cette année à réaliser. Donc des choses intéressantes à travailler pour le futur. Bon, concept à la conquête du Canada. Alors, bon, là, c'est l'enthousiasme total. En fait, on a lancé la filiale en 2024 après un an d'études de marché, d'études d'opportunités, de recherche et de conseils que nous avons cherchés au niveau d'intervenants divers, notamment la BPI, par exemple. Et nous avons décidé de lancer cette filiale parce que les contacts étaient très bons. Donc, d'octobre à décembre 2024, nous avons fait les démarches de certification technique pour vérifier qu'on était bon pour le marché canadien. Et là, ça a été positif. Analyse du marché et étude de la concurrence. Et donc, notamment en début 2025, nous avons la personne qui est sur place, qui va aller sur place et qui, pour l'instant, on passe 15 jours par mois là-bas, plus Pauline Jurado qui s'occupe du marketing, sont allés à Chicago sur un salon logistique pour étudier les solutions, quelles sont les solutions disponibles. Et nous sommes rendus compte que nous avions une avance sur notre domaine qui pouvait être intéressante à exploiter au Canada. Mars 2025, c'est important parce qu'il faut l'autorisation de travailler et donc le processus d'immigration, il a fallu travailler ça un certain temps. Et donc nous avons quelqu'un qui va s'installer au Canada à partir du mois de juin, donc avec les autorisations de travail évidemment, et qui est déjà là-bas 15 jours par mois et qui fait les premières soutenances d'appels d'offres là-bas. À l'heure actuelle, les contacts sont très intéressants avec de l'ordre de 4 à 5 millions d'offres pour l'instant, qui sont des offres réelles, avec des plans, des chiffrages, des choses. Alors, on a des retours intéressants. Pour l'instant, nous ne savons pas si ça va se concrétiser, si c'est un effet de curiosité, de test, des choses comme ça. Mais manifestement, Christophe, qui est là-bas, a été directeur logistique sur un centre en France auparavant. Et quand il voit les centres logistiques là-bas, il s'aperçoit qu'il y a du retard dans l'équipement. Et donc, on apporte des solutions intéressantes pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, parce qu'ils pensaient là-bas que l'équipement mécanisé, l'automatisation était fait pour les centres genre cathédrale, les centres Amazon et les choses comme ça. Et beaucoup de centres sont manuels encore. Et donc, nous apportons des solutions intéressantes. On va dire que, grosso modo, on se retrouve dans un état pour les PME et les ETI de ce qu'on pouvait constater en France il y a 20 ans. Donc, j'espère que ça va se concrétiser et avoir des bonnes nouvelles plus rapidement qu'on pensait. On pensait signer les premiers contrats deuxième semestre 2025. Ça va peut-être se concrétiser avant. Alors, les premiers sont petits. Hein, le premier est réellement sérieux, sur lequel on a des retours vraiment. Là, on est en train de négocier. C'est de l'ordre de 200 000, mais on a des dossiers de l'ordre du million qui sont en cours de discussion aussi. Et là, c'est de savoir si ça va aller plus loin que le premier barrage. La robotique, tout à l'heure, je vous disais, à un moment donné, on a tellement automatisé les transferts à droite, à gauche, que l'opérateur est assis quelque part et ça devient les temps modernes. Et il va falloir automatiser, robotiser un certain nombre d'opérations. Et là, c'est l'avenir de la logistique. Alors, c'est déjà vulgarisé parce qu'on voit les robots humanoïdes qui prennent des bacs, des choses comme ça. Je ne crois pas trop à ces solutions.
Alors, je peux me tromper, mais pour moi, ce sont des solutions chères. Je pense que les robots sont plutôt de l'ordre de 300 000 € ou des choses comme ça. Pour rentabiliser un robot comme ça va être compliqué pour remplacer un smicard. Ça va pas être ça. Les robots qui vont être, je pense qu'elles vont être plutôt des robots adaptés aux fonctions et pas des robots génériques. Et donc là, il y a réellement un avenir entre la vision, les bras robotisés et les robots mobiles, les AMR, parce que là, il y a vraiment des choses à faire et ça va être l'avenir. Et c'est là-dessus, nous comptons pour aussi un relais de croissance important. Nous avons déjà des offres en robots de palettisation et des robots spécifiques pour des opérations particulières dans les entrepôts. Donc, c'est notre filiale Roboptique qui travaille là-dessus avec des robots de palettisation. Alors, c'est des robots de palettisation ou de dépalettisation hétérogène, ce qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait trouver sur des sites de production, puisque site de production, ça ressemble à la palette que vous avez sur la photo. C'est pas du tout ça que l'on a en sortie. Là, ça sert plutôt de la dépalettisation. Mais ce sont des choses que nous faisons. Nous avons déjà installé 2 robots de palettisation chez nos clients et nous avons un certain nombre d'offres qui sont en cours de discussion sur 2025. Il faut aussi se poser aussi la question, là ça a été arrêté relativement sur 2024, mais vous avez des machines qui emballent, qui font le carton autour du produit, ce qu'on appelle l'emballage 3D. Et à l'heure actuelle, pour alimenter ces machines, ce sont essentiellement des opérateurs aussi. Et là, nous pensons qu'il y a un marché avec un bac dans lequel il y a une ramasse et de multiples produits et le robot va pouvoir aller prendre dans le bac un produit, l'identifier, le poser en amont de la machine et derrière, ça va suivre sa vie avec l'emballage 3D du produit et tout ça automatisé. Et là, on a des prototypes qui sont en test et j'espère que ça portera ses fruits là aussi. Mais le marché s'est un peu arrêté sur 2024 pour des questions de coût des machines 3D pour l'instant, avec le fléchissement des investissements. Je pense que 2025, ça va repartir. Je disais les perspectives 2025, en dehors du fait que les incertitudes géopolitiques, les plaisanteries avec les droits de douane, un certain nombre de choses autour de ça, pour l'instant, c'est pas trop mal parti, avec une forte, enfin une accélération, n'exagérons rien, une accélération fin 2024, début 2025. On constate quand même un début de fléchissement quand même sur la fin sur ce deuxième trimestre, mais j'espère que ça va être passager, ça va se calmer assez rapidement. Et donc, pour les perspectives, on a l'expansion internationale, les premiers projets en outre-Atlantique, donc au Canada, sachant qu'en plus, on a un effet, là, c'est l'inverse, c'est les plaisanteries avec les droits de douane qui nous aident, c'est que les Canadiens veulent plus voir les Américains, et donc on est accueillis à bras ouverts, et on a des solutions qui sont alternatives aux solutions américaines, qui de toute façon étaient faites pour des entrepôts gigantesques. Donc là, on a vraiment une opportunité de développement très, très intéressante. On a l'innovation dans la robotique, on a l'optimisation des synergies au sein du groupe. Ce que je disais, c'était la centralisation des achats pour pouvoir avoir des coûts intéressants, des prix intéressants en termes d'éléments que nous intégrons. On a un certain nombre de choses à faire aussi en termes de fonctions support, notamment nous sommes en train de on a pris un peu de retard parce que les gens étaient un peu pris sur le RP chez Easy System, donc on va avoir un autre RP qui va être le même dans un certain nombre de choses qui va permettre de mutualiser les fonctions support. Donc on a un certain nombre de choses qui vont nous permettre de travailler notamment sur les marges chez Easy System.
Je vous remercie et puis nous allons passer aux questions. S'il y a des questions, Valentine. Alors, déjà, nous en avions reçu en amont. La première, donc on l'a déjà abordée brièvement, mais comment se passe ce début d'année? Bah, ce début d'année est pour l'instant au vert, c'est-à-dire les indicateurs sont au vert. Donc, tr- contrairement à début 2024 où c'était un départ arrêté, où on n'avait quasiment pas de carnet de commandes en début 2024, c'était vraiment arrêté sur la fin de 2023. Là, c'est un départ lancé. Avec des prises de commandes aussi pour le premier trimestre, en réalisation du premier trimestre, du premier semestre, on va dire. Donc là, c'est intéressant. On a une forte augmentation par rapport au premier semestre 2024. Ce qui nous tempère dans l'optimisme, c'est le contexte géopolitique, avec un certain nombre de choses qui font que les gens risquent d'être frileux. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va contrecarrer ça, c'est la baisse des taux d'intérêt, parce que je pense que ça va. Enfin, c'est pas moi qui pense, hein, c'est la presse économique qui pense que les taux d'intérêt vont baisser. Ça va certainement soutenir l'investissement de ce côté-là. Donc, mitigé sur le second semestre, mais je pense et je maintiens que sur l'ensemble du groupe, et même Boa Concept, l'ensemble des sociétés du groupe, nous allons faire de la croissance sur 2025. Comment expliquez-vous la résilience de vos résultats alors que le chiffre d'affaires est en baisse? Oh, c'est parce que c'est une gestion vraiment au millimètre. Non, enfin, en fait, c'est la structure de l'entreprise. C'est que, ce que je vous disais, pour tout un tas de raisons, nous faisons appel pour l'assemblage, par exemple, quand nous avons une forte demande d'assemblage, nous faisons appel à des ateliers, des entreprises d'insertion, ce que j'appelle les ateliers protégés. Donc, ce qui permet de gérer quand la pénurie, en fait. Et d'autre part, sur les installations, comme nous ne pouvons pas être partout, et quand vous avez une installation de 5 km de convoyeur, ce n'est pas l'ensemble des salariés de Bois Concept qui vont installer. On fait appel à des entreprises spécialisées. Et quand nous avons des baisses de chiffre d'affaires, nous faisons moins appel à ces sociétés extérieures et nous faisons appel à nos salariés, à nos collaborateurs pour aller installer chez les clients. Et notamment, nous avons des gens qui sont des monteurs pour l'assemblage qui vont sur des sites en installation et ça nous permet de réguler un peu ces à-coups. Ce qui nous permet d'être résilient et de pouvoir supporter ces à-coups dans le chiffre d'affaires. Il y a une question quant à une éventuelle dépendance client. Non, on n'a pas de dépendance client. Alors, on a des gros projets. Par exemple, en 2023, on avait un dossier à 10 millions. C'était un client particulier. Le dossier s'est passé en 4 phases, réparties en partie 2023, on va dire les 4/5 2023 et un cinquième sur 2024. Mais c'est exceptionnel. On a des contrats à 2-3 millions, mais c'est jamais le même client. C'est rarement le même client. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on est plutôt susceptible d'être dépendant de catégories de clients. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur notre cœur de cible, les e-commerçants et les prestataires logistiques. Et les e-commerçants, là, il y a eu une baisse de régime dans le e-commerce, parce qu'ils avaient pris beaucoup d'avance avec le Covid et puis la consommation a baissé. Donc là, c'est moins pertinent. Enfin, on a toujours des clients dans le e-commerçant, mais là où on a des clients et on les travaille vraiment et on les soigne, c'est les prestataires logistiques. Parce qu'un prestataire logistique, il a plusieurs sites. Notamment, pour simplement donner un exemple, au Canada, là, on a un prospect, c'est un prestataire logistique. Il a 17 sites où il fait à peu près les mêmes opérations et on est en train de discuter sur une installation sur un de ces sites qui serait duplicable sur 17 sites. Alors, on ne dupliquera pas sur les 17 sites, j'y crois pas beaucoup, mais vous voyez que c'est quand même intéressant de mettre
le pied dans la porte chez les prestataires logistiques, parce que si vous rendez service, si vous avez une prestation qui est à la hauteur de leurs attentes, et si vous êtes un partenaire parce que vous apportez des solutions, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous repassent pas commande sur des sites différents. La complexité, c'est que suivant les prestataires logistiques, c'est pas forcément centralisé au niveau des décisions. Il faut peut-être à chaque fois refaire l'argument suivant les pays, au moins, ou même les régions, ça dépend de l'organisation. J'ai été long, Avions-nous mais voilà à peu Non, près. non, mais c'était précis. Merci beaucoup, Jean-Lucien. Une nouvelle question, avez-vous ou pouviez-vous répondre à des appels d'offres aux États-Unis? Ah, on peut répondre à des appels d'offres aux États-Unis. Le problème, ça va être d'expédier le matériel là-bas. Quand vous avez 25% de droits de douane, ça va ralentir. Moi, je veux bien répondre à des appels d'offres, il n'y a pas de problème. De toute façon, la norme, je ne sais plus comment elle s'appelle au Canada, c'est l'équivalent de la norme UL, donc on sera compatible avec les normes américaines. Donc il n'y aura pas de souci. Mais il faut que les problèmes géopolitiques du président bizarre qu'ils ont élu avec ses décisions fantasques, je pense que ça va être un peu compliqué de pouvoir. Ou alors il faut qu'on fabrique tout là-bas, ce qui serait possible, mais ça va demander un investissement de départ Bien sûr, important. plus conséquent. La situation géopolitique peut-elle constituer une opportunité ou un frein à votre déploiement au Canada? On a partiellement répondu, mais si on peut peut-être revenir plus en détail. Au Canada, on a un effet psychologique qui est que ils boycottent en fait les produits américains. Et c'est pas simplement dans les hypermarchés. Ils ont plus confiance en fait. Et je pense que la perte de confiance, ça va durer parce que ça, c'est très compliqué. J'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait que la perte de confiance c'est un ascenseur et le regain de confiance c'est l'escalier. Donc ça va être long, hein. Donc il y a une opportunité. Deux opportunités au Canada. C'est, je pense, le retard à l'équipement. Moi, j'ai un peu de bouteille et j'avais visité les États-Unis quand je faisais de l'informatique industrielle dans les années 80 et on s'apercevait qu'ils étaient beaucoup moins équipés que les Européens. Et en fait, dans la logistique, manifestement, on ressent le même décalage. Donc, il y a des choses à faire au Canada. Maintenant, il faut qu'on persuade nos prospects au Canada que nous sommes capables d'expédier le matériel, l'installer correctement là-bas. Donc, il faut qu'on signe une première affaire et qu'on la fasse visiter. Avez-vous des projets de croissance externe et au regard de la position de trésorerie, cela serait-il suffisant? Non, on n'a pas de projet identifié de croissance externe Il y a déjà eu significatif. E-System quand même, voilà. Significatif, hein, quand je parle significatif, c'est au-dessus de 500 000 euros, quoi. Non, non, on n'a pas de projet de croissance externe pour l'instant. Il faut qu'on digère Easy System. Euh, Tous ceux qui ont fait de la croissance externe nous le disent. C'est toujours plus compliqué qu'on ne le pense au départ, et c'est le cas. Donc, on va laisser 2025 le temps de bien intégrer Easy System, et, parce que ça prend un peu de temps quand même. Et donc, on n'est pas en capacité, même si on était en capacité financière de le faire, on n'irait pas pour l'instant aller faire de la croissance externe. Bon, sauf opportunité. Notamment, mais en fait, je ne regrette pas. On avait fait une offre à un tribunal de commerce en fin d'année dernière sur une entreprise qui faisait des AMR, petits robots mobiles. C'est pas nous qui avons été retenus. Et en définitive, on se dit que c'est pas plus mal. Ce sont des gens les gens qui ont été retenus sont des gens qui sont tout à fait capables et donc et tout à fait ouverts à de la discussion pour faire du partenariat. Donc c'est pas plus mal. On aurait trop de fer au feu en fait. Non, tout à fait. Une question, alors peut-être Jérôme, quant au montant consolidé des flux opérationnels, des CAPEX et la position financière nette de dette. Alors, je vais prendre mon petit papier, j'ai un petit peu prévu ça. Donc les montants consolidés des flux opérationnels, Oui, oui. des Alors, CAPEX
Ça vous le et la retrouvez donc, position. ils sont dans le rapport annuel qui a été mis en ligne ou qui sera mis en ligne à l'issue de la réunion, enfin donc très, très prochainement. Donc un petit peu de la même manière que ce que je vous ai présenté pour BOA en social. Les grandes lignes des flux de trésorerie sont que l'exploitation a généré 1,5 million de trésorerie au niveau du groupe. Nous avons des investissements à hauteur de 8,6 millions et un endettement net qui s'est accru de 2,1 millions. Voilà. Donc, ce qui fait que la trésorerie au global a reculé de quasiment 5 millions, 4,9 millions très précisément, ce qui fait que nous sommes passés d'une situation de trésorerie de 10,9 millions à 6 millions à fin 2024. Voilà, donc en conso, au niveau groupe, nous avons 6 millions de trésorerie. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense que vous allez pouvoir répondre à une nouvelle question concernant les comptes consolidés. Alors, avons-nous une obligation de les publier? La réponse est non, et comme on le précisait, Non, c'était volontaire de notre part pour donner une vision du nouveau périmètre du groupe. Oui, Quel est le juste résultat pour confirmer, nous sommes en dessous des seuils. Je ne sais plus combien est voilà, c'est le ça. seuil, mais nous sommes en dessous des exactement? seuils. Mais c'était une demande de beaucoup de faire apparaître des comptes consolidés. Mais on s'est pris un peu tard pour les faire auditer, en fait. Et à quel horizon les auditeurs vont-ils valider les comptes consolidés? L'année prochaine, les comptes 2025 seront Audités. audités. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Si vous le souhaitez, vous pouvez également lever la main et je peux ouvrir les micros. Avons-nous une date prévisionnelle à communiquer pour les premières ventes de solutions Roboptic? Ouais, Robotique vend déjà, hein, donc il y a du chiffre d'affaires sur un certain nombre de choses. Sur les robots de palettisation, on l'a déjà vendu. Sur le robot de picking, non, on n'a pas de date prévisionnelle là-dessus, malheureusement. Euh, Robot de palettisation, on a une demi-douzaine de robots en offre à l'heure actuelle. Donc, les robots de palettisation, c'est pas ça qui va faire du chiffre d'affaires gigantesque. Si, pour robotique, ça va être significatif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met du matériel autour, en fait. Donc ça, c'est pour ça que robotique nous intéressait. Mais là, j'ai pas de date, c'est les décisions sur les offres qui sont en cours, hein. Normalement, si ces offres sont pas validées, on va dire, avant la fin du troisième trimestre, c'est que la décision sera jamais prise. Merci beaucoup, Jean-Lucien. Pouvons-nous faire un point sur le WMS? Oui, on peut faire un point sur le WMS. Oui, nous sommes en retard, en fait. Chaque fois, c'est ce que je dis. En fait, nous avons développé tout un tas de choses. Il nous reste notamment tout ce qui est écran, enfin l'environnement et portable et autres. Il nous reste un certain nombre de fonctions. Et ce que nous voulons faire, et ça, il faut qu'on le fasse assez rapidement avec Pauline, c'est toute la documentation à la fois commerciale et à la fois utilisateur avant de se lancer réellement dans la commercialisation. Et j'ose plus donner une date, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète, mais c'est toujours en cours. Nous avons les fonctions enfin, grosso modo, un WMS, vous avez les fonctions réception, les fonctions stockage, les fonctions préparation avec le lancement des commandes en préparation, et les fonctions expédition avec, entre le stockage et la préparation, ce qu'on appelle les opérations de réappro. En réception, c'est fait.
En stockage, c'est fait. En préparation de commande, c'est fait. Réappro, c'est pas encore fait. Il nous manque les expéditions et un certain nombre d'opérations diverses, notamment les inventaires et des choses comme ça autour. Merci beaucoup, Jean-Lucien. Et je crois que nous avons fait le tour. Eh bien, merci. Simplement, c'est que si vous avez des questions, si vous avez des remords parce que vous avez pas posé la question, nous sommes à votre disposition. Vous envoyez un mail et puis soit on répond par mail, soit on peut faire une visio, sachant bien évidemment qu'il n'y aura pas d'informations Privilégié privilégiées qui pourra données. être divulgué, Mais exactement. on peut donner des explications sur les comptes, sur le développement, sur un certain nombre de choses. Exactement. Merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, ce soir a été mis en ligne le rapport financier annuel 2024 avec le détail des comptes ainsi que le deuxième rapport RSE.